Le coup de tocsin. Bonjour au bon tweet, comment ça va aujourd'hui? Bonjour à tous, bonjour Valentin, ça va très bien et vous? Ça va bien, hein, vous avez vu, c'est moi aujourd'hui, c'est pas Clémence. Ouais, je vois ça et je m'en doutais un peu vu que j'ai vu que Clémence était à Bucarest pour couvrir l'élection présidentielle roumaine. Et qu'est-ce que vous en avez pensé alors? Ça m'inspire deux choses. La première, c'est que je trouve que c'est une excellente chose que Tocsin ouvre une brèche dans ce qui était jusque-là le monopole des chaînes mainstream, à savoir la couverture d'élections dans d'autres pays. Les choses bougent et les médias alternatifs commencent à challenger de plus en plus sérieusement dans leur précaré les chaînes à l'ancienne que de toute manière plus personne ne regarde dans les nouvelles générations. Ça c'est effectivement une excellente chose, hein, et c'est pas moi qui vais vous contredire. Mais la seconde? La seconde, c'est que puisque je vous ai sous la main, je tiens à vous signaler que je ne loupe jamais une émission des Tintins. Ah bah merci. Je vous en prie, donc je loupe jamais une émission des Tintins et j'ai vu les deux dernières avec Greg Tabibian et Thomas Séraphine, que je recommande d'ailleurs vivement à tous vos auditeurs parce qu'elles sont vraiment bien et en plus Thomas c'est un pote. Mais j'aimerais quand même bien savoir pourquoi vous servez du pinard à tous vos invités chez les Tintins et moi j'y ai pas eu droit quand je suis venu chez vous. Nous sommes quand même à deux doigts du scandale, je tiens à le signaler. Non mais je vais vous expliquer, c'est très simple, c'est parce que vous avez un masque et Corentin est tibétain, on s'est dit que ça allait être compliqué pour vous de boire sans vous dévoiler, puis le vin à la paille c'est pas très bon. Et vous avez d'autres questions? Non, bon, d'accord, j'accepte cette Ah, explication. vous êtes gentil, vous êtes bon. Parfait, et donc sinon vous n'avez rien à dire sur l'élection roumaine? Si, bien sûr. Alors, j'ai même préparé une petite déclaration, un statement, comme ils disent aux États-Unis. Très bien, bon on vous écoute alors. Alors, c'est parti. Le mondialisme est une plaie béante dans notre monde moderne. Fort heureusement, avec les événements récents de ce début d'année 2025, cette plaie a tendance à se refermer progressivement. Actuellement, tout le pu est désormais concentré en Europe, mais il va bientôt disparaître. La lumière du réveil de l'humanité devient beaucoup trop forte pour les immondes petits cafards qui continuent à macérer dedans, le pu. Ces affreuses petites bestioles sont finies, et quand elles disparaîtront pour de bon dans un horrible hurlement d'agonie, personne ne les regrettera. C'est très joli, mais est-ce que vous êtes certain que c'est un rapport avec la Roumanie tout ça? Mais bien évidemment, mon cher Valentin, nous sommes en plein dedans, puisque la Roumanie représente l'un des derniers soubresauts de cette bête immonde et agonisante. On y retrouve absolument toutes les grosses ficelles du mondialisme, donc l'ingérence étrangère, l'intimidation des réseaux par les services secrets, français en l'occurrence, le remplacement d'un candidat vraiment souverainiste par son ersatz mondialisto-compatible, afin de donner l'illusion d'un semblant de choix, l'inversion accusatoire et, bien évidemment, le vote des morts qui fait gagner en toute fin de dépouillement le candidat du système. D'ailleurs, vous me connaissez, Valentin, et vous connaissez mon goût pour la simplification des problématiques extrêmement compliquées afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. J'ai donc préparé à l'attention des auditeurs de Tocsin un petit schéma permettant d'expliquer comment fonctionne désormais la démocratie à l'européenne. Donc, on le voit à l'écran. Ah oui. C'est très clair. Admettons que lors d'une élection présidentielle, nous soyons en présence de deux candidats. Donc, un candidat mondialiste, aussi appelé candidat du système, et un candidat souverainiste, aussi appelé candidat dissident, ou bien candidat controversé d'extrême droite, ou même, dans certains cas, pute à Poutine. Donc, si le candidat mondialiste l'emporte du premier coup, on entérine le résultat et on se gargarise sur l'efficacité exemplaire de la démocratie européenne, berceau et phare de toutes les démocraties du monde entier. Ah d'accord, mais si le candidat souverainiste l'emporte? Alors, j'allais y venir. Donc, en revanche, si le candidat souverainiste a le mauvais goût d'arriver en tête, on hurle immédiatement à l'ingérence russe qui aurait faussé le résultat des élections, parce que c'est bien connu, les Russes sont très très méchants, et comme ils nous envient notre démocratie, parce que eux, ils sont pas démocrates, ils passent leur temps à trouver des stratagèmes visant à saboter nos élections. Et en plus, comme ils passent leur temps à se bourrer la gueule à la vodka, ils n'ont aucune limite. Du coup, nous, en démocratie, on est totalement désemparés. Alors, on doit refaire voter les gens, et c'est là qu'on fait voter les morts, parce que c'est pas parce que t'es mort que tu te soucies pas du destin de ton pays. Et voyez-vous, Valentin, c'est à ça qu'on voit le vrai patriotisme, je crois, au vote des morts. Maintenant que vous le dites, il y a quelque chose de grand et de noble dans cette approche. Voilà, du coup, on revote jusqu'à ce que les Russes arrêtent de s'ingérer. Et quand le candidat mondialiste a gagné, on peut enfin se gargariser à nouveau sur la démocratie européenne, berceau et phare de toutes les démocraties du monde entier. C'est passionnant, hein. Et on fait ça aussi en France alors? Alors, pas tout à fait, parce qu'en France, on n'est jamais confronté à ce problème. Pourquoi? Parce qu'en France, on a fait en sorte que jamais aucun candidat souverainiste ne soit en mesure de gagner une élection. Et cette spécificité, on la doit à l'action conjointe de nos trois petits calamiteux. Les trois petits calamiteux. Oui, nos trois derniers présidents, Sarkozy, Hollande et Macron, qui, chacun à leur manière, ont œuvré pour que cela ne soit plus possible. Expliquez-vous.
Et ben Sarkozy, qui, on le rappelle, s'est torché le cul bien comme il faut avec le référendum de 2005, s'est dit plus jamais ça. Il a donc fait en sorte que les souverainistes ne soient plus représentés par une partie de la droite, comme c'était le cas auparavant avec des gens comme Philippe Séguin. Du coup, ce que j'appelle la droite molle, aujourd'hui représentée par les Républicains, est devenue intégralement mondialiste, c'est-à-dire pro-UE et pro-OTAN. Ensuite, Hollande a pris le relais en supprimant l'anonymat des maires pour les 500 signatures, permettant de se présenter à une élection présidentielle. Ainsi, on a pu faire pression sur les maires qui auraient l'outrecuidance de donner des signatures aux mauvais candidats. Et enfin, Macron a parachevé le travail en faisant en sorte que le RN, qui jusque-là était le refuge des souverainistes, enlève toute cette partie de son programme. Et le résultat alors ? Eh bien, le résultat, c'est que la France est un pays profondément souverainiste, mais grâce à cette manœuvre très habile, ça se voit plus du tout dans les urnes, sauf pour les purs et durs comme moi, qui, au gré de l'édulcoration des programmes des partis, changent de référent politique. Mais ce désir de souveraineté ne se retrouve plus que dans des partis qui, de toute manière, ne sont jamais invités dans les médias mainstream, ce qui fait que petit à petit, cette tendance disparaît et les gens l'oublient. Et qu'en pensez-vous ? J'en pense que c'est dommage parce que les gens croient voter pour des partis qui représentent leurs intérêts, alors que toute l'offre politique de LFI au RN est favorable à l'obéissance aux directives de Bruxelles et n'a donc pas le moindre début d'autonomie dans la détermination de la politique nationale ou internationale. Je l'ai déjà dit 1000 fois et je le répète, la politique française est une gigantesque arnaque. Vous pensez que c'est foutu alors ? Non, parce que dans certains pays, la politique est moins pourrie qu'en France et on peut commencer à voir quels sont les effets positifs quand un pays n'est pas pieds et poings liés par la Commission européenne. Donnez-nous des exemples. Orban, qui est en train de foutre tous les réseaux Soros hors de Hongrie. Vučić, qui a fait un bras d'honneur à Bruxelles et qui est allé aux commémorations du 9 mai à Moscou. Alors, je sais que la Serbie n'est pas dans l'UE, mais comme elle est dans un processus d'adhésion, manifestement, à Bruxelles, ils estiment avoir le droit d'exiger des trucs. Et même, on a Meloni en Italie, qui est en train de se positionner comme le pion central d'un dialogue entre l'UE et les USA, puisqu'elle a rassemblé récemment J.D. Vance et von der Leyen, alors que Macron n'a plus la moindre crédibilité de l'autre côté de l'Atlantique et serait bien incapable d'organiser une telle rencontre. Attention, parce que là, les toxinotes purs et durs vont dire que Mélanie, c'est pas la panacée en termes de souveraineté. Oui, bien sûr, mais j'imagine bien que je vais me faire pourrir dans le chat de la matinale. Attention. Voilà. Donc, je précise que je suis pas totalement dupe. Donc, alors, on va dire que Mélanie est un caniche un peu moins obéissant que certains autres. Ça va. Mais là où je voulais en venir, c'est que les gens commencent à voir que dans les pays qui sont un peu plus souverainistes que nous, les choses ont tendance à aller un peu mieux. Donc, je compte sur ce petit déclic d'intelligence qui, à un moment, leur fera dire « bon sang, mais c'est bien sûr ». C'est ça qui est bien avec vous, c'est votre indécrottable optimisme. Oui, mais heureusement, parce que l'optimisme, c'est comme la curiosité, quand on n'en a plus, autant mourir. Bon alors sinon, tout à l'heure, vous avez déclaré dans la panoplie du mondialisme qu'il y avait de l'ingérence étrangère et de l'intimidation des réseaux sociaux par les services secrets. Tout à fait. Et à quoi vous faites référence alors ? Alors justement, cette info va faire l'objet de ma nouvelle rubrique hebdomadaire que j'ai inaugurée la semaine dernière, à savoir l'info qui fait le jeu de la complosphère d'extrême droite. Donc si on peut voir... Je vous écoute. L'info qui fait le jeu de la complosphère d'extrême droite. On dirait un petit psaume de messe. Voilà, alors cette semaine, dans l'info qui fait le jeu de la complosphère d'extrême droite, apparemment, le fondateur de Telegram, Pavel Durov, aurait déclaré que le directeur de la DGSE, donc des services secrets français, lui aurait demandé de censurer de son application tous les commentaires en faveur du candidat souverainiste de l'élection en Roumanie. Ce qui, si cette information est vraie, serait une preuve flagrante du cynisme des autorités françaises qui maîtriseraient à merveille l'art de l'ingérence ainsi que celui de l'inversion accusatoire. Qu'a-t-il répondu ? Toujours selon les déclarations qui sont prêtées à Pavel Durov, celui-ci aurait envoyé chier le patron de la DGSE en lui expliquant que jamais on lui a demandé une chose pareille en Afrique ou dans les pays arabes et que c'était tout de même un petit peu paradoxal qu'un truc pareil lui soit demandé par un des pays qui donne le plus de leçons de démocratie et de droits de l'homme à la terre entière. Mais encore une fois, ceci n'est pas une affirmation péremptoire, mais juste un relais d'une information de ce qu'aurait dit Durov. J'en profite d'ailleurs pour rappeler une bonne fois pour toutes que je suis dans la force de l'âge, que je n'ai aucun problème de santé, que je suis sain et sportif et que je n'ai jamais eu de ma vie aucune tendance suicidaire. Noté. Voilà, ça c'est dit et ça clôture le chapitre Roumanie dont très peu de gens ont quelque chose à foutre et c'est bien dommage parce que l'avenir de l'Europe se joue là-bas. Merci pour cette analyse exhaustive au bon tweet. De quoi allez-vous nous parler maintenant ? Figurez-vous que je vais vous parler de toxins. Allons, bon, qu'est-ce que vous allez dire sur nous encore ?
Alors, j'ai lancé il y a 2 semaines une thèse assez osée, mais comme toute thèse parfaitement défendable, à savoir que Toxin serait le village gaulois d'Astérix de la réinformation. Oui, oui, tout à fait, je m'en souviens bien. Alors, vous voulez revenir dessus? Oui, parce que la première fois, je l'ai fait un peu à l'arrache et j'étais pas totalement satisfait des personnages. Du coup, j'ai rebossé le truc, j'ai changé certains noms et surtout, j'ai élargi la famille parce qu'il en manquait plein. Comme ça, après m'être mis à dos le gouvernement, Conspiracy Watch et les services secrets français, je vais me faire détester maintenant par les intervenants de Toxin, mais c'est pas grave parce que j'ai l'habitude. Il vous manquait plus que ça. Alors, on vous écoute. Bon alors, déjà, j'ai changé le nom des 2 principaux personnages de ma série, donc si on peut voir, donc voilà. Donc maintenant, ça donne les aventures de Enfin une vraie journalix et Boss qui gère le Frix. Donc vous qui êtes de la maison, vous pensez que ce sera pris comment? Moi, je peux rien dire, je suis payé par cette maison. Donc, vous vous démerdez avec les personnages en question. Hein. Ok, donc justement, je vais essayer de faire une petite analyse psychologique des personnages. Donc si on peut voir, voilà, nos 2 premiers. Donc enfin, là, nous avons à ma gauche Enfin une vraie journalix. Donc c'est une guerrière de l'information, maligne, rusée, infatigable, et qui, en dépit d'une taille très légèrement en dessous de la moyenne, développe une énergie qui lui serait donnée, paraît-il, par une potion magique. À droite, nous avons Boss qui gère le Frix. C'est le compagnon inséparable de Enfin une vraie journalix. Il est son exact opposé, tout en étant son complément indispensable. Sans lui, le village ne pourrait pas tourner correctement. À eux deux, ils représentent les piliers du village Toxin. Bon, c'est très bien, vous arrangez votre cas. Alors, continuez. Donc ensuite, si on peut voir, lui, c'est le doyen du village. Il a vu plein de choses, il a rencontré plein de gens, il a été de plein de batailles. Et la légende raconte même qu'il serait le seul guerrier français à avoir rencontré un grand chef par-delà les grandes mers et qui s'appelle Ryu Berkoff-Hendrix. Mais c'est passionnant ces légendes. Hein. Vous avez d'autres personnages encore? Oui, bien sûr. Alors donc maintenant, si on peut voir les suivants. Alors toujours dans les personnages principaux, on a un duo qui s'appelle les Tintix et qui est composé de Schirmer Valentix et Corentin Périnix. Alors eux, ce sont un peu les frères ennemis qui passent leur temps à se chamailler, mais dans le fond, ils s'aiment bien. Et parfois même, ils unissent leurs forces pour faire la misère à des gens qu'ils invitent à une sorte de dîner de cons. Je sais, j'y ai participé. Bon, en plus ça va, je suis pas le poissonnier. Bon, c'est intéressant tout ça. Est-ce que vous en avez d'autres des personnages? Oui, alors bien sûr, donc on peut voir le suivant. Ça, c'est Thibaut de la Régix. Alors lui, on le voit très rarement, mais il est indispensable au bon fonctionnement du village parce que c'est lui qui connaît tous les secrets techniques. Donc dès qu'il y a un truc qui marche pas, c'est lui qu'on appelle. Et parfois, il se joint au Tintix pour martyriser les invités du dîner de cons. Ça en fait des personnages récurrents. Hein. Oui, mais attendez, il y en a d'autres. Donc voilà. Si on peut voir le suivant. Donc ça, là, nous avons Nicolas du Vendredi. Il est en valeur, lui. Hein. Alors c'est un personnage qui se cache toute la semaine et tous les vendredis, il occupe tout le village en criant très fort et en parlant de plein de sujets avec un accent qui laisse penser qu'il viendrait des lointaines contrées ensoleillées du Sud à plusieurs jours de carriole d'ici. Je n'en sais pas plus. C'est un monde fascinant que vous nous présentez. Vous en avez d'autres encore? Oui, alors là, nous entrons dans les personnages qui sont un peu en périphérie du village, mais qui sont très amis avec les personnages principaux. Donc si on peut voir le suivant. Donc là, par exemple, nous avons 2 personnages inséparables, de Castelnau-Régix et Chroniqueur Juridix. Alors eux, ce sont un peu les sages du village. On fait appel à eux en cas de différend. Et grâce à une parfaite connaissance des us, des coutumes et des traditions, ils ont en général l'habitude de trancher et de faire tomber le glaive farouche de la justice. Les gens les aiment bien, mais leurs adversaires les craignent un peu, comme par exemple, j'écris des romans érotiques. Oui, les sages empreints d'une autorité naturelle, c'est toujours impressionnant. Mais qui est Je crie des romans érotiques? Alors, je ne l'ai pas représenté ici, c'est un ancien ministre des Finances du lointain royaume qui fait très mal son travail et qui écrit à ses heures perdues des histoires extrêmement cochonnes. Alors, petit aparté, alors ça, c'était une phrase parfaitement inutile et complètement gratuite dans ma chronique, mais lui, j'avais envie de me le faire, alors voilà, et puis j'écris ce que je veux de toute manière. Donc ensuite, je continue avec ce personnage très attachant qui a un nom un peu compliqué à retenir. C'est responsable de la nouvelle émission scientifique. Oula, oui. Alors lui, c'est quelqu'un qui a un immense savoir à tel point qu'il a choisi de se consacrer à un sujet qui n'est pas du tout celui de son gagne-pain, ce qui est assez rare. Autre particularité, il se murmure qu'il aurait un lointain lien de parenté avec Enfin une vraie journaliste. Attention au complotisme quand même. Que de personnages. Ne me dites pas qu'il y en a encore d'autres. Si, tout à fait. Voici expert en géopolitique. Tiens. Lui, il s'occupe des relations avec les villages voisins et lointains. Il est parfaitement roué à toutes les techniques de communication entre chefs de villages antagonistes et ses avis sont extrêmement précieux. D'ailleurs, Enfin une vraie journaliste fait souvent appel à lui et son expertise. C'est vrai, en plus on le reçoit tout à l'heure. C'est vrai que tout ceci représente une belle équipe de choc. Hein. Oui, mais ce n'est pas fini. Donc si on peut voir le suivant, je vous présente correspondant aux États-Unis.
Lui, il habite très très loin, par-delà les mers, mais grâce à des moyens de transmission en temps réel connus seulement par les dieux, il parvient à entrer régulièrement en communication avec enfin une vraie journaliste pour lui donner, là aussi, de précieuses nouvelles du lointain pays de par-delà les mers. Bon, vous en avez encore d'autres? Oui, bien sûr. Alors voici Maisto Didix. Ah, bah oui. Donc c'est le grognard du village, fier, susceptible, ombrageux. Ses coups de gueule sont célèbres, surtout quand il est vénère, et il est souvent vénère. Mais sous ses aboiements, il a un cœur d'or, je le sais, c'est un ami. C'est vrai, extraordinaire. Mais j'ai l'impression qu'il en manque un. Tout à fait. Voici Au Bon Twix. Alors lui, c'est un personnage un peu étrange. Il aime bien faire des vannes foireuses et parfois il est tellement grossier que les habitants du village sont obligés de le bâillonner et de l'attacher à un arbre. Voilà le village Toxin et la vue d'ensemble, ça donne ça, si on peut voir. Voilà. Eh bien écoutez, merci pour cette représentation du village. On espère qu'il va bientôt y avoir plein de nouveaux habitants surtout. J'espère bien aussi, j'en doute pas une seconde d'ailleurs. Et alors si vous le permettez mon cher Valentin, je me permets un petit message personnel. Donc Roxane, je ne t'ai pas oublié, mais il n'y a pas une seule photo de toi sur internet, il n'y a que des captures d'écran inexploitables avec le gros casque Toxin sur les oreilles. Voilà. Eh ben merci pour elle. Et puis à la semaine prochaine au Bon Tweet. À la semaine prochaine Valentin. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe. On ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.